On démarre cette conférence Bouge à Saint-Aubin-du-Cormier. On est très heureux d'être ici avec vous. C'est parti pour 1h15 de rencontres. Alors on fait ce genre de rencontres dans plusieurs collèges. Cette année, on a démarré en 2022 pour ces conférences Bouge proposées par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et le Stade Rennais. Tout ça pour vous inciter à bouger, à faire un peu de sport, de l'activité. On va parler de tout ça donc, durant cette rencontre avec des experts, une championne qui s'appelle comment ? Ouais, elle est là, juste derrière, dans les coulisses. Vous allez la rencontrer dans quelques instants. Un expert aussi viendra nous donner des conseils et des clés pour bouger. Et nous allons... il y aura des questions aussi. Vous avez préparé des questions ? Oui. Très bien. Est-ce que vous connaissez « Qui ne saute pas n'est pas rennais » ? Alors, on ne va pas faire aujourd'hui « Qui ne saute pas n'est pas rennais ». On va faire « Qui ne bouge pas n'est pas rennais ». OK ? Alors, où est le collège Sainte-Anne ? Alors, on va les écouter. Qui ne bouge pas n'est pas rennais. Allez-y, on vous écoute. Il y en a qui ne bougent pas, hein ? Il y en a qui ne bougent pas. Collège Pierre de Dreux, à vous. Qui ne bouge pas. En même temps, Sainte-Anne, les deux collèges. Allez, petit exercice du matin pour s'échauffer. Allez, on le fait ensemble 10 secondes, ok ? On décompte 3, 2, 1. Qui ne saute? Qui ne bouge pas? Encore 5 secondes. Allez, on bouge. Stop. Oh. Bravo. Voilà, vous avez bougé au moins 30 secondes dans la matinée. C'est peu. On va vous expliquer pourquoi. Avant d'accueillir notre championne de pop. Et voici Sarah Ouamoun, championne du monde, médaille d'argent au JO 2016. Elle est là pour vous. Merci, bonjour à tous. On m'entend ? Vous m'entendez ? Ah, parfait. Bonjour à tous. Merci, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, je suis ravie d'être là. J'ai vu que vous avez bien bougé, que vous êtes plutôt en forme. En tout cas, à Paris, ça bouge un peu plus, donc il va falloir se secouer. Je plaisante. Moi, je suis venue vous raconter un peu mon histoire et surtout vous parler de la manière dont le sport a transformé ma vie. Moi, j'ai découvert la boxe un peu par hasard. J'avais 14 ans, je pense que c'est à peu près votre âge. J'ai fait plein de sports avant. J'ai fait de la natation, du judo, de la danse, enfin un peu tout. Et je suis passée un jour devant une salle de boxe. Il n'y a personne chez moi qui pratiquait ce sport. Moi, je connaissais que la boxe à travers les films et ce que je pouvais en entendre. Et en fait, j'ai rencontré un entraîneur assez formidable, celui qu'on voit d'ailleurs dans le petit film, qui s'appelle Saïd Benagem. Et lui, il a fait les Jeux de Barcelone en 92. Il était boxeur professionnel, il a fait plein de beaux combats, mais surtout, il a réussi à me donner envie d'un jour monter sur un ring et d'enfiler des gants de boxe parce qu'il me parlait de ce sport avec beaucoup de passion. En parlant du noble art, il me parlait de Mohamed Ali, de Mike Tyson. C'est peut-être des références que vous connaissez peut-être pas, mais voilà, moi en tout cas, ça m'a donné envie de m'inscrire dans cette salle et de tester une séance de ce qu'on appelle la boxe éducative. Alors je ne sais pas s'il y en a certains qui pratiquent de la boxe ou qui ont déjà essayé. La boxe éducative, c'est de la boxe à la touche. En fait, on apprend toutes les stratégies pour boxer, on apprend à donner des coups, mais on n'a pas le droit d'appuyer, on n'a pas le droit de faire mal, on n'a pas le droit de faire de KO. Et donc moi, j'ai commencé à m'entraîner dans cette salle et j'ai adoré parce qu'on s'entraînait en musique, parce qu'il y avait une super ambiance. Et donc voilà, j'ai fini par m'inscrire sans forcément penser qu'un jour, j'allais monter sur un ring, mais j'avais juste envie d'apprendre à boxer. Pardon, la prochaine slide. Encore, on peut avancer.
En fait, dans cette salle de boxe, moi, je m'entraînais, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que j'habite en région parisienne. Je m'entraînais dans une salle à Aubervilliers dans le 93. Et non, c'est pas très chaud, ça va, ça se passe bien. J'entends ça dans le public. Mais en fait, dans les premières difficultés que j'ai rencontrées dans cette salle, ça n'a pas été forcément la boxe. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est ce que j'appelle le syndrome Rocky. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Rocky, on parle plus de Creed maintenant, mais Rocky, c'était ma mère, parce que pour ma mère, la boxe, c'était avoir le nez cassé, être complètement défigurée, et donc elle voulait absolument que je parte de cette salle de boxe, parce qu'elle pensait qu'on allait me mettre des coups, que j'allais avoir le nez complètement explosé, et donc elle venait à l'entraînement, et elle demandait à Saïd de ne pas me garder en lui disant « Écoute, c'est une fille et tout, la boxe, c'est compliqué, ça fait mal, c'est pas adapté ». Et finalement, quand elle a vu que je m'amusais dans cette salle, que j'étais complètement épanouie, que je ne prenais pas de coups, bien au contraire, j'étais vraiment sur une pratique assez ludique où on apprend à toucher sans se faire toucher, et ben, elle a fini par céder et me laisser continuer à boxer. Une autre des difficultés que j'ai rencontrées, c'est de faire ma place dans cet univers. Parce qu'en fait, à l'époque où j'ai démarré la boxe, elle était interdite pour les filles en France. En fait, les garçons pouvaient s'entraîner depuis des années, faire des combats, mais pour les filles, la compétition était interdite. Alors, on pouvait s'inscrire dans une salle de boxe quand on avait un entraîneur qui était d'accord pour nous entraîner, mais par contre, on n'avait pas le droit à la compétition. Et d'ailleurs, la plupart des filles qu'on voyait sur un ring, c'était plutôt ça. On parlait plutôt de ring girl. Pour les femmes, la compétition, elle a été autorisée en 99. On va avancer sur la prochaine slide, je crois que c'est mieux. La compétition a été autorisée en 99. Et en fait, en 99, la Fédération française de boxe a créé la première équipe de France féminine. Et donc, moi, j'ai intégré cette première équipe de France. Je suis devenue championne de France. Enfin, voilà, il y a eu toute une grosse sélection pour intégrer cette première équipe. Et en fait, une grosse difficulté, ça a été de jongler entre le sport et les études. Parce que quand on passe à haut niveau en boxe, en général, on est sur 2 séances par jour. Une le matin, une en fin de journée. Ça équivaut à 4-5 heures d'entraînement quotidien. Et donc moi, j'avais une scolarité tout à fait normale au collège et puis après au lycée, j'ai toujours fait du sport pendant mes études. Mais voilà, il faut avoir une hygiène de vie et moi, j'allais à l'entraînement en général vers 6h, 6h30. Et puis après, j'allais au collège, quand j'avais cours à 8h ou 9h, je prenais le cours de ma journée un peu comme tous mes autres camarades de classe. Mais malgré les difficultés, j'ai quand même eu des résultats concluants et assez vite puisque j'ai été 10 fois championne de France, 3 fois championne d'Europe. Je deviens championne du monde en Chine en 2008. Et en 2008, à ce moment-là, quand je deviens championne du monde, moi, je suis plutôt sur une fin de carrière où je me dis que la boxe pour les femmes, ce n'est pas encore un sport olympique. Et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Ça faisait des années que je m'entraînais. Et à ce moment-là, sur cette compétition, on nous annonce que les boxeuses vont pouvoir intégrer le programme olympique des Jeux de Londres en 2012. Les Jeux, c'est quand même la plus grosse compétition pour les sportifs. C'est vraiment la compétition auquel tous les sportifs rêvent de participer. Et donc moi, quand on m'annonce qu'on a cette possibilité-là de participer aux Jeux, je me lance dans cette quête de médailles olympiques. Alors c'est toute une préparation qui va durer 4 ans. Donc je rentre dans un gros programme de préparation, dans un centre d'entraînement où on m'accompagne justement pour continuer à progresser, à développer mes compétences. Je pars faire des compétitions partout dans le monde, des gros camps d'entraînement, des camps militaires en Italie, en Afrique, enfin vraiment un peu partout, pour participer au tournoi de qualification olympique. Alors pour les femmes, il y avait un seul tournoi de qualification. Il avait lieu en Chine, sur un gros championnat du monde. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on fait de la boxe, en fait, c'est un sport à catégorie de poids, donc on doit gérer son poids. On a toute une diététique à suivre. Et donc, quand on arrive sur cette compétition, il y a des balances qui correspondent à notre catégorie de poids. Et en l'occurrence, dans ma catégorie, on était à peu près 600 pour 12 places. Et donc, on est presque en file indienne à se peser. Et à partir du moment où on a fait le poids, nous, on considère que le poids, faire le poids, faire le régime
pour pouvoir être au bon poids. C'est un peu notre premier combat. C'est la première chose qu'on essaye de gérer. C'est souvent pas simple. À partir du moment où on a fait le poids, on a tout un gros tirage au sort et on va savoir tout de suite quel pays on va rencontrer au premier tour. Et donc là, la compétition, c'est une compétition qu'on appelle par mort subite, c'est-à-dire que vous faites un combat, si vous gagnez, vous continuez la compétition, si vous perdez, tout s'arrête. Et donc moi, j'arrive sur ce championnat du monde. À l'époque, j'étais déjà numéro 1 dans ma catégorie, j'étais championne du monde de cette catégorie olympique. Et puis donc, je fais premier combat, deuxième combat, je gagne mes combats, j'en gagne 5 comme ça, c'est un combat par jour, une pesée par jour. Et j'arrive sur le dernier combat qui m'aurait permis de participer aux Jeux de Londres, sauf que je le perds. Je le perds parce que je pense que j'étais trop stressée par la compétition, il y avait beaucoup d'enjeux. Et donc pour moi, voilà, le chemin s'arrête. Je ne participe pas aux Jeux de Londres alors qu'on aurait pu imaginer que je devais y aller étant donné que j'étais numéro 1 de cette catégorie. Mais bon, ça ne passe pas, c'est comme ça. Le sport, ça nous apprend aussi à gérer les échecs. Quand on monte sur un ring, on sait que potentiellement on peut perdre, on travaille pour gagner, mais voilà, des échecs, il y en a et ça fait partie du parcours. Et c'est souvent quand on perd qu'on apprend beaucoup. Et moi, je décide d'arrêter ma carrière sur cet échec. Je n'avais pas le courage et l'envie de continuer. Et donc, j'arrête, je reprends mes études. Je fais plein de choses. Je crée une entreprise. Je me lance dans plein de projets. Mais j'arrête complètement la boxe, mais pas le sport. Je me mets à faire d'autres sports. Je me mets à courir, à faire des trails assez longs, des 70, des 80 km. Et puis, je deviens maman. Et en fait, quand je deviens maman, je me dis que je vais pouvoir oublier tout mon parcours de boxeuse, sauf que ce n'était pas le cas. Je n'étais pas allée au bout de ce rêve olympique. Ce n'était pas simple d'arrêter sur un échec. Et donc, j'ai eu envie de reprendre l'entraînement de boxe. Et il y a cette citation que j'aime bien. « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. » Merci. Merci la demoiselle qui a répondu. En fait, cette citation, je la trouve assez forte parce qu'en fait, quand il faut s'autoriser le droit de perdre et de recommencer. Et je pense que moi, le sport, ça m'a aussi apporté ça, cette résilience, le fait de se dire, on ne peut pas toujours gagner, mais par contre, on peut y retourner et essayer à nouveau. Et moi, j'ai eu envie de me donner une deuxième chance. Et donc, 2 ans avant les Jeux de Rio, j'ai repris l'entraînement de boxe avec l'objectif de me qualifier pour les Jeux de Rio. Donc 2 ans pour préparer une Olympiade, c'est assez court, mais j'avais toute une expérience de 16 ans avant que je savais pouvoir encore exploiter. Et puis j'ai présenté mon projet à ma fédération en leur expliquant que j'avais envie de retourner à la compétition à haut niveau, que je voulais me qualifier pour les Jeux de Rio, sauf que ma fédération n'a pas voulu, en me disant écoute, tu as essayé en 2012, tu n'as pas réussi, on ne voit pas comment tu peux y arriver maintenant alors que tu as arrêté pendant 2 ans, etc. Sauf que moi, j'ai eu envie de continuer. Et donc, j'ai sollicité mon beau-père, qui lui est un entraîneur un peu à la dure. Et on s'est entraîné dans son garage avec un espèce de banc de chez Decathlon. Enfin, je sortais d'un gros centre d'entraînement hyper équipé. Et je me suis retrouvée dans une toute petite structure avec une petite équipe. Mais je crois que l'important à ce moment-là, c'était vraiment l'envie. Et j'avais tellement envie de me qualifier que c'était suffisant. En fait, parfois, on a plein d'outils, toutes les ressources, et quand on n'a pas l'envie au fond de soi, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'étais ultra motivée, et je pense que c'est ce qui m'a aidée à avancer dans ce projet et à continuer à travailler dans l'objectif de me qualifier pour ces Jeux. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, plein de compétitions, des gros tournois un peu partout, en Asie, aux États-Unis, enfin vraiment pour pouvoir continuer à progresser et être prête pour le tournoi de qualification. Et puis, je me suis retrouvée au Kazakhstan. Cette fois, le tournoi de qualification avait lieu au Kazakhstan. Même système, ce même fonctionnement avec la pesée, donc les files indiennes de pesée, où on est des centaines et des centaines, et puis le tirage au sort intégral et la compétition. Et là, sur cette compétition, je vais au bout et je gagne. Je me qualifie pour les Jeux de Rio.
Et là, pour moi, c'était assez incroyable parce que j'atteins mon objectif. Et derrière, je fais partie de l'équipe olympique. Je me rends aux Jeux de Rio à l'été 2016. Et je savais pour moi que c'était ma dernière compétition parce que je l'avais prévue. Et donc, je déroule toute cette compétition avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je décroche une médaille d'argent sur cette Olympiade. C'était il y a 7 ans maintenant déjà. Merci. Merci beaucoup. Ces Jeux, c'était il y a 7 ans, mais les Jeux Olympiques, ça transforme une vie. C'est vraiment une expérience incroyable. Alors, au-delà, le sport change des vies, mais les Jeux, ça a une dimension complètement décuplée. Et aujourd'hui, moi, je continue à faire beaucoup de sport. Et il y a une chose que j'avais envie de partager avec vous pour conclure, avant de prendre vos questions, c'est que moi, je continue à faire beaucoup de sport pour plein de raisons, parce que ça me donne de l'énergie au quotidien. Aujourd'hui, j'ai plein de projets, mais surtout, j'ai le sentiment que le sport, évidemment, ça préserve ma santé, mais surtout, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus forte, parce que vous êtes jeune et vous allez être amené à rencontrer des défis dans vos vies. Et c'est vrai que quand on a déjà la santé, quand on se sent plus fort, c'est plus facile d'aborder les défis qui nous attendent. Et moi, c'est aussi pour ça que je continue à faire beaucoup de sport, en me disant que si j'ai des coups durs dans la vie, je sais que physiquement et mentalement, le corps et le sport m'aura préparé à affronter tous ces défis. Donc voilà, donc continuez à bouger, inscrivez-vous dans des clubs si ce n'est pas le cas, parce que le sport, c'est à la fois la santé physique, c'est la santé mentale, mais c'est aussi l'occasion de faire plein de belles rencontres. Merci. Dernière. Merci et bravo, Sarah. Merci. J'invite tout de suite notre expert ambassadeur du programme Bouge, Alexandre Léon, à venir sur scène, ainsi que les 4 élèves des 2 collèges qui vont poser des questions de tête: Sabrina, Loïs, Eva et Noan. Merci. On a beaucoup parlé, Sarah, des Jeux Olympiques 2012, 2016. Vous allez aussi participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, mais d'une autre manière. Vous êtes investi dans l'histoire. Hein. Et effectivement, en fait, j'ai eu la chance de participer à la candidature. Donc, j'ai pris la parole devant les comités nationaux étrangers pour présenter le projet, et notamment tout le volet héritage. Donc, ce qu'on appelle héritage, c'est aussi la culture du sport. Donc là, ce que vous faites, faire en sorte que les Français bougent un peu plus. Et aujourd'hui, je suis dans le conseil d'administration. Donc, c'est grosso modo ceux qui construisent un peu ces jeux. C'est bien. C'est une expérience. C'est une super expérience. On est à l'intérieur, là, pour le coup. C'est super d'avoir pu être athlète et d'être sur les terrains. Et aujourd'hui, de l'autre côté, et de comprendre un peu comment tout le monde du sport fonctionne. Et ouais, non, je vis les jeux d'une autre manière aujourd'hui. Bonjour, Alexandre. Un des ambassadeurs du programme Bouge. On parle beaucoup de sédentarité. Les jeunes ne font pas de sport ou pas assez, ils ne bougent pas assez. Faites-nous un petit état des lieux, là, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bouger n'est pas juste une nécessité, c'est un besoin vital. Et Sarah l'a très justement souligné tout à l'heure, c'est votre premier capital. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient besoin de bouger pour pouvoir se déplacer, manger, se protéger, etc., etc. Et on a plus de 99% de notre génome en commun avec nos ancêtres. Et aujourd'hui, on bouge bien moins. Et on n'a plus besoin de faire des distances incroyables pour commander à manger. On a juste à appuyer sur un petit bouton sur notre smartphone. Donc voilà, ça reste problématique. Il y a des exemples très concrets, hein. Par exemple, Tout à fait. Pour courir 600 mètres quand on est collégien. Tout à fait, il y a une étude qui a été menée, ça date de 2022, donc c'est très récent, qui montre que les collégiens ont perdu en 40 ans 25% de leur capacité cardio-respiratoire. Donc c'est assez incroyable quand même. Ça veut dire qu'effectivement,
En 1980, pour courir 600 mètres, un collégien parcourait en moyenne, enfin le faisait en moyenne en 3 minutes, et aujourd'hui il faut un peu plus de 4 minutes pour pouvoir le faire. Donc voilà, ça va poser des gros soucis en termes de santé publique, et donc voilà, il va falloir bouger un peu plus. Alors, les conséquences de tout ça, quelles sont-elles? Les conséquences sont au niveau de l'apparition notamment des maladies chroniques. Alors déjà, Sarah le soulignait tout à l'heure, c'est une question de bien-être, aussi bien sur le plan physique que psychologique, mental, etc. Mais c'est aussi des conséquences sur la santé. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que des maladies qui apparaissaient aux alentours de 45 ans chez les adultes, il y a encore 40 ans, apparaissent aujourd'hui bien plus tôt. Et voilà, c'est la diapo qui est juste derrière moi. Le professeur Carré, qui n'est pas là aujourd'hui, mais s'il était là, dirait aujourd'hui, nos jeunes ont des maladies de vieux. Donc, il y a 40 ans, pardon, les jeunes de 30 ans, quand ils arrivaient dans le monde du travail, qui commençaient à avoir des enfants, ne bougeaient de moins en moins et développaient, par exemple, les infarctus du myocarde à l'âge de 45 ans. Aujourd'hui, l'infarctus du myocarde, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 30 ans. Et les jeunes le préparent dès l'âge de 15 ans. Voilà. On va peut-être apprendre un nouveau mot ce matin, les myokines. Les myokines, quelque chose de très très important. Les myokines, les myokines oui, c'est presque ça. Les myokines, c'est des petites protéines qu'on sécrète uniquement quand on bouge. Alors là, on est tous assis, donc là, on ne sécrète pas de myokines. On les sécrète uniquement quand on bouge et on les sécrète dans les muscles. Donc ce sont des petites protéines qui vont avoir pour rôle d'inonder tout notre corps et d'aller faire fonctionner nos organes de manière optimale. Moralité, si je bouge, je fais fonctionner mon corps de manière optimale. Si je ne bouge pas, je ne le fais pas fonctionner de manière optimale. La subtilité qu'il faut savoir sur ces myokines, c'est que leur durée d'efficacité est de 24 à 36 heures. Donc les personnes qui viennent me voir et me disent « Alexandre, ne t'inquiète pas, enfin, j'ai pas eu le temps de bouger cette semaine, mais ne t'inquiète pas, j'en ai fait 3 heures dimanche pour me rattraper ». C'est très bien, mais les myokines ont été sécrétées du dimanche au lundi, fin de journée, mais plus rien le reste de la semaine, alors que si on bouge un tout petit peu au fur et à mesure de la semaine, ne serait-ce que pour aller au collège en vélo, ou alors aller se promener avec ses parents, aller promener son chien, aller chercher le pain à pied, etc., etc., on va sécréter des myokines tout au long de la semaine, ce qui nous permettra d'avoir un corps qui fonctionne plutôt bien. Et alors justement, si on valide tout ça, si tous les jours on sécrète des myokines régulièrement, on va dire, si on bouge bien tous les jours, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Les bienfaits. Alors les bienfaits sont multiples. Nous, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est des bienfaits biopsychosociaux, c'est-à-dire qu'il y a d'une part sur le plan physique, on va avoir des bénéfices sur le plan musculaire, cardio-respiratoire, on va booster les défenses immunitaires. Voilà. Sur le plan osseux, sur le plan, voilà, vraiment à tous les niveaux. Et puis ça va s'accompagner de bienfaits au niveau psychologique. Quand on est bien dans son corps, on est un petit peu mieux dans sa tête aussi. Donc on va avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure image de soi. Et on va jouer sur la qualité de vie de manière plus générale. On va améliorer le sommeil également. Et ça, ce sont des choses importantes, surtout à vos âges. Et ce que vous peut-être ne voyez pas encore vous à vos âges, mais pour certaines personnes, ça va s'accompagner aussi de bienfaits sur le plan social. Pour avoir accompagné pas mal de personnes maintenant, il y a des personnes qui ont tendance à s'isoler aussi un petit peu. Et le fait de remettre le pied un peu à l'étrier, de faire une activité physique régulière, leur permet de renouer avec des amis qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, des proches, et améliorer leur niveau social aussi. Alors, les collégiennes et collégiens ont des questions pour vous. Alexandre, la question 5, par exemple, de Sabrina ou Loïs, vous pouvez prendre le micro, qui est... où est le micro ? Voilà, on pose bien le micro, bien sur le menton. On t'écoute, Sabrina. Faut-il changer le rythme scolaire des jeunes en obligeant des plages horaires quotidiennes d'activité physique ? Je réponds très franchement. Oui, bien évidemment. Alors, je pense que c'est une nécessité. C'est déjà, sur le plan politique, c'est déjà un sujet qui a été abordé par le président, M. Macron, avec des plages horaires de 30 minutes d'activité physique par jour. Et pour en avoir discuté aussi avec certains profs de PS, certains nous le disaient, certains profs de PS ou même des enseignants en primaire notamment, nous disaient, mais
rajouter 30 minutes d'activité physique dans la journée, c'est pour nous impossible. On a déjà tellement de choses à faire, tout ça. Et on leur a simplement dit qu'ils ne sont pas obligés de rajouter un créneau de 30 minutes, mais tout simplement modifier la façon dont ils faisaient cours en faisant bouger les gens. Par exemple, mon fils a 4 ans et demi, j'avais réunion parents-prof hier soir et j'en ai justement parlé avec l'institutrice et je lui disais, pour apprendre certains mots, pour travailler telle ou telle chose, ne serait-ce que les faire bouger et ne pas rester assis pour le faire. Donc oui, je pense que c'est une grande cause nationale qui a aussi été soulignée par la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, il y a encore pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux. Ouais, c'est la grande cause nationale du sport. En fait, cette année, c'est vraiment le sujet, c'est sport santé. Donc l'idée, c'est, je sais qu'il y a à peu près 1000 écoles qui sont en test, où on va leur proposer beaucoup plus de sport. Donc je ne sais pas si vous êtes concernés, mais en tout cas, ouais, c'est une bonne chose et c'est nécessaire. Pourquoi, selon vous, on bouge moins finalement? Est-ce que c'est quoi? C'est lié aux écrans, par exemple? Alors, il y a plusieurs explications qui sont mises en avant. Il y a bien évidemment, la première chose, c'est les écrans qu'on nous ramène toujours au devant de la scène. Donc effectivement, on passe beaucoup plus de temps devant les écrans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à vos âges, on passe en moyenne 5 heures devant les écrans chaque jour, hors temps scolaire. Donc ça reste un chiffre très, 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 très élevé. Donc oui, les écrans sont une des principales causes. Puis on a aussi le développement des transports, les trottinettes électriques, qui prennent de plus en plus de place dans notre société et donc qui diminuent les occasions de bouger. C'est, je pense, aussi quelque chose de culturel. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, j'allais jouer dans mon jardin, j'allais jouer au foot avec mes copains, j'allais construire des cabanes dans les arbres. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et encore un dernier élément qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que certains profs de PS nous disaient que 3 élèves sur 5, en rentrée en 6e, n'arrivaient pas à faire 5 cloche-pieds d'affilée. C'est pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est qu'on ne leur a jamais demandé de faire. De même que attraper un ballon, certains enfants n'arrivent pas à attraper un ballon. C'est pas qu'ils n'en sont pas capables, c'est qu'à la maison, ils n'ont pas l'occasion de le faire. Et donc, je pense qu'il faut amener ça aussi à la maison. C'est une responsabilité partagée avec tout le monde, je pense. Sarah, vous postez régulièrement des conseils pour bouger un peu sur les réseaux sociaux ou YouTube. Est-ce que vous avez des petits tips, des choses qu'on peut faire dans la vie quotidienne? On parlait tout à l'heure d'aller à vélo à l'école, par exemple. Est-ce que ce sont des petites choses un peu simples comme ça? Il y a des choses simples. Moi, par exemple, je fais quelque chose au quotidien, c'est quand je me lave les dents, je fais toujours des exercices. Et je me dis que je sais qu'au moins pendant... je travaille... Alors, en fait, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille, donc opérée là, il y a quelques mois. Et donc, j'ai des exercices à faire de renforcement musculaire. Et donc, je les fais pendant que je me lave les dents. Et donc, mes enfants me suivent. Donc, c'est toujours ça de prix au quotidien. Voilà, on cumule sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Après, j'ai mon sport à côté, mais voilà, c'est des petits trucs. Alexandre, forcément, l'alimentation, ça va de pair avec l'activité physique. Ça si va on veut être bien. Tout à fait, ça va de pair. Et je rajouterais même aussi le sommeil. Ce sont des choses très, très importantes. J'imagine que Sarah, sur le plan du sommeil aussi, avait une rigueur à ce niveau-là, parce qu'on parle de quantité de sommeil, mais aussi la qualité du sommeil. Ils dorment pas assez, les collégiens? Faut leur poser la question. Mais au niveau de l'alimentation, non, c'est important. Encore une fois, pour avoir accompagné pas mal de personnes, je pense qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de restrictif. Il ne faut pas contraindre les gens, mais accompagner tant sur la qualité que sur la quantité. Et oui, c'est quelque chose de complémentaire. Il n'y a pas que l'activité physique non plus. Eva, Nohan, la question 8, par exemple, qui s'adresse à vous deux. Que pourrions-nous faire pour faire tomber l'esprit de performance, compétition, qui peut bloquer un individu dans la pratique du sport du fait de ses difficultés ou de son handicap. Ceci afin de permettre à tous de faire du sport sans crainte du jugement. Alors Sarah, pas mal. Ouais, c'est pas mal. En fait, alors, je vais parler juste pour mon sport. Il y a quand même aujourd'hui la possibilité de pratiquer la boxe de plein de manières. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la compétition, mais il y a des entraînements beaucoup plus adaptés, par exemple à une pratique fitness où on ne va pas monter sur un ring et être confronté à un adversaire. Moi, aujourd'hui, je dirige 3 salles de boxe et en fait, on a des cours pour tout le monde, de l'enfant à l'adulte, des personnes en situation de handicap. Et juste pour donner un exemple, le doyen dans une de mes salles a 70 ans. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vient, qui boxe à son rythme, qui n'est pas capable de faire de la corde à sauter, mais qui va s'adapter en faisant des exercices un peu plus doux.
Donc aujourd'hui, il y a quand même une pratique loisir hors compétition qui est assez riche. Il y a plein de clubs autour de vous et vous pouvez trouver une pratique qui correspond à vos envies. Alexandre, on ne parle pas de compétition, on est d'accord sur le fait de faire de l'activité physique régulière. Non, on parle de monter les escaliers plutôt que de prendre les ascenseurs. On parle de, quand on est assis au bureau, de déplacer sa poubelle ou son imprimante pour pas juste mettre un papier à la poubelle et chercher l'imprimante. On va se déplacer un petit peu. Quand on téléphone à quelqu'un, on marche un petit peu quand on téléphone. Alors, on évite dans la rue quand même parce que c'est quand même dangereux, mais voilà, ce sont de petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien. Et là, on ne parle pas de performance, bien évidemment. On parle vraiment de ressentir son corps, ses sensations, et c'est là le plus important. Sabrina ou Loïs ? Que va-t-il arriver si on ne fait rien? Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Alors en fait, bouger, comme je le disais en introduction, c'est vital. C'est-à-dire que si on ne bouge pas, il va nous arriver des soucis. Notre corps, alors sans rentrer trop dans les détails, notre corps va se mettre à moins bien fonctionner. On va être plus essoufflé, on va avoir des douleurs qui apparaissent, on va prendre du poids, on va avoir un problème au niveau des articulations, on va avoir un problème au niveau du cœur. Et puis, petit à petit, notre organisme, notre santé va se dégrader jusqu'à l'apparition de maladies chroniques et des comorbidités, enfin des pathologies associées. Donc voilà, on va, en ne bougeant pas du tout, en étant sédentaire, favoriser ce terrain un petit peu pentu. Et la conséquence à plus long terme, c'est une diminution de l'espérance de vie et surtout de l'espérance de vie en bonne santé. Sarah, les blessures n'empêchent pas le fait de bouger. Là, vous êtes blessé. Non, ça n'empêche pas. On peut continuer à s'adapter. Moi, je me force au quotidien à bouger, à avoir une activité. Alors, il y a des jours, j'ai vraiment la flemme ou pas le temps, mais j'ai une devise, c'est bouger aujourd'hui pour continuer à bouger demain. Donc, je me force, même si c'est très peu, mais je le fais quand même. À la maison Partout. Ce qui veut dire que les médecins, quand ils font des certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive, ou du moins de dispense de pratique d'activité physique, peuvent aussi parfois se dire est-ce que cette blessure, est-ce que cette limitation-là doit priver une pratique complète d'activité physique? Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc il faut se poser la question, il faut en parler aussi aux médecins afin qu'ils puissent aussi parfois faire une dispense partielle, dirais-je. Une question du collège de Dreux. La troisième, par exemple, même si vous avez déjà un peu répondu, Sarah, peut-être développer un peu comment vous étiez à leur âge. Vas-y, on t'écoute. Comment s'est passée votre vie d'adolescente au collège? Quelle relation aviez-vous avec le sport? Avez-vous toujours été une grande sportive? Étiez-vous une bonne élève? Alors, j'ai toujours fait du sport parce que ma mère nous a poussé à faire du sport. Nous, on a commencé par faire du judo. J'avais à peu près 2 ans quand j'ai commencé le judo. Donc, j'ai vraiment... je faisais du baby-judo. Enfin... J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours aimé le sport à l'école et j'étais plutôt une bonne élève. Et je crois vraiment que le sport m'a aidée justement à être une bonne élève, notamment quand j'ai commencé à faire de la boxe à haut niveau, où moi, quand j'arrivais le matin à 8h en cours après avoir fait une séance de piste, j'étais prête, en tout cas à bien travailler, et plutôt fraîche par rapport aux autres. Quel souvenir vous gardez des cours de PS au collège ? Pas forcément des bons souvenirs parce que le PS c'était pas très ludique. J'avoue que je préférais aller être en club. On a tous connu les séances de course autour de la piste. J'étais pas mauvaise parce que j'aimais courir, mais ouais, pas ludique. Après il y a certains sports que j'ai aimé plus que d'autres. Peut-être le tennis de table, le basket. J'aimais moins à un moment on avait des séances frisbee, j'ai toujours détesté ça, mais bon, voilà, je crois qu'on y trouve tous notre compte. C'est pas encore une épreuve olympique, le frisbee? Non, pas encore, mais il y a des clubs, et c'est mieux organisé que quand c'était au collège ou au lycée. La journée type, c'est un entraînement tôt le matin. Après, quand j'étais étudiante, j'allais en cours, sinon après, un peu plus tard, fin de carrière, c'était le travail. Le midi, repas, plus si on peut caler des soins, en cours à nouveau l'après-midi et entraînement le soir. Et puis après, des soins encore si on est en déplacement. Des bonnes journées. Les écrans? Les écrans, toujours. Malheureusement. Non, il y a toujours eu un peu d'écran.
Parce que quand on est en déplacement, on a aussi des moments de pause où moi j'ai des super souvenirs en équipe de France où on se mettait tous dans une chambre pour regarder des films. Voilà, c'était des temps de convivialité qui nous permettent de créer du lien. Et moi, à chaque fois que je suis partie en déplacement avec mes collègues de l'équipe de France, je le vivais un peu comme un temps de vacances, quoi, parce que même si on avait des entraînements durs et que les rythmes étaient quand même très soutenus, on avait des super moments, et le sport, c'est ça aussi. Et moi, c'est toujours des amis que je vois très régulièrement, donc ça, c'est chouette pour ça, le sport. Vous avez fait 10 fois le tour du monde? Probablement, ouais. J'ai fait énormément de pays, et c'est pareil, c'est par le sport, moi, que j'ai commencé à voyager. Et j'ai toujours des contacts avec des partenaires d'entraînement à l'étranger que je vois de temps en temps. Le sommeil? Le sommeil, c'est un point primordial, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on est performant et qu'on est en bonne santé. Moi, j'ai eu un accompagnement pour pouvoir trouver les bons rythmes. Et pareil, quand j'ai préparé les Jeux de Rio, nous, on a un sujet, c'est le décalage horaire. Donc, quand on est en déplacement, on a toujours ce problème avec le sommeil qui est impacté par le décalage horaire. Et donc, on utilisait des espèces de lumières bleues pour nous dynamiser, par exemple, le matin. Donc, on posait ça sur la table du petit-déj. Et c'est des lumières qui nous aident à être beaucoup plus éveillés et être vraiment prête à attaquer l'entraînement. Voilà. Donc, c'est des petites choses que j'ai gardées, que j'utilise encore quand je suis un peu dans le brouillard le matin. Ouais. Le bleu. J'ai ma petite lumière bleue. Est-ce que vous avez des questions à poser, vous qui êtes dans la salle des deux collèges? Si vous en avez, il y a un micro dans la salle, donc vous levez la main et on vient vers vous et vous posez vos questions aux deux experts invités, une championne de boxe, Sarah, et expert santé, bouge, Alexandre. Bonjour, on t'écoute. C'est Enora? Oui, c'est pour Sarah. Ok, Sarah. Est-ce que votre sport, il inspire votre fille ou pas? Alors, moi, j'ai 3 enfants, 2 filles, un garçon. Elle en a fait un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas un sport qui l'attire. Elle fait du judo et du hip-hop, donc. Mais voilà, elle a grandi dans la salle de boxe, elle s'amuse et tout, mais je pense qu'elle montera pas sur un ring. C'est pas un sport qu'elle aime, et ça me va. Ah ouais? Elle choisit le sport qui lui convient. D'autres questions dans la salle? Oui, on t'écoute. Oui, je m'appelle Gaïd et j'ai une question pour Sarah. C'était pour savoir si vous avez vécu des discriminations à cause du fait que vous étiez une femme dans un club où il y avait majoritairement des hommes. Intéressant. Ouais, beaucoup au début, parce que comme je le disais, c'était interdit quand j'ai commencé. C'est pas trop dans le club, en fait. C'est vraiment, j'ai le souvenir, mon premier combat. Je boxais sur une grosse soirée où il y avait un championnat du monde professionnel, et en fait, il fallait défiler sur un podium pour aller jusqu'au ring. Et quand j'ai défilé sur le podium, il était au milieu du public, un peu comme s'il était là sur l'allée qui vous sépare. Et en passant dans cette allée, la foule était complètement excitée parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir des femmes sur un ring. Et il y a un monsieur qui s'est approché de la barrière en me criant « Retourne dans ta cuisine ». Enfin voilà, ça c'était les... Ouais, exactement. Et donc, c'était ça. Comment vous avez répondu? En fait, c'était mon premier combat. J'étais tellement stressée de boxer que je l'ai regardé, j'ai continué mon chemin, parce que pour moi, vraiment le sujet, c'était le combat et espérer le gagner. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de tenue de boxe pour les femmes, et que le président de mon club m'avait trouvé un espèce de petit short rose en peau de pêche qui était plus pour le coup pour les ring girls. Pas la bonne idée. Non, donc j'avais acheté un short de basket. Ok, merci pour la réponse. Qui a le micro? Bonjour, je m'appelle Zoé. C'était pour savoir si vous savez pourquoi les filles, elles n'avaient pas le droit d'accéder au combat ou pas. En fait, pendant longtemps, ça a été interdit parce que déjà, c'était un peu c'était un secteur, le dernier bastion qui était réservé aux hommes, et c'était dirigé par des hommes. Et en fait, ce qu'on nous avançait, c'est que c'était trop dangereux
pour une femme de boxer, tout simplement. Et en fait, à un moment donné, les fédérations dans le monde entier ont été obligées d'ouvrir la compétition aux femmes parce qu'il y avait plein de femmes qui faisaient de la boxe en club et qui demandaient à faire de la compétition. Et puis la France, c'est un des derniers pays à l'avoir autorisé. Il y a, par exemple, en Suède, en Hongrie, les femmes boxaient depuis 1939. Donc nous, on avait quand même beaucoup de retard. On est vraiment un des derniers pays. Est-ce qu'on a des chances de médaille en 2024 dans l'équipe de France de boxe femmes ? On a des chances, on a des belles chances. On a déjà 7 qualifiés, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc je crois qu'on va avoir une belle compétition de boxe. Et en plus, là, ça se fait à Roland-Garros. Donc ça va être mis en valeur. Donc voilà, on a des belles chances en boxe et puis dans d'autres sports aussi. Allez, on écoute une autre question. Tout en haut. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Elie. Et j'avais une question pour Sarah. Est-ce que ça impactait les notes au collège, le sport ? Bah forcément, parce que quand tu as une grosse préparation physique, quand tu arrives sur la piste, c'est beaucoup plus facile. Les barèmes, en général, tu les exploses. Après, quand c'est des sports un peu plus techniques, on parlait tout à l'heure du tennis de table, ping-pong, voilà, tu as le physique et tu n'as pas forcément la technique. Mais ouais, j'avais des bonnes notes. J'avais des bonnes notes en sport. Et puis après, même pour le bac, ça m'a aidé. Puis en même temps, le sport de haut niveau, ça t'amène à voyager. Donc, tu as une culture, tu vas pratiquer d'autres langues, écouter. Donc, c'est vrai que ça m'a aidé aussi pour être un peu meilleur ou en tout cas avoir un temps d'avance sur les autres à l'école. C'est un tout, ouais. Il ne faut pas voir que l'activité physique. On écoute la question de... Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu fais de la boxe ? Non, c'est ma copine. C'est ta voisine ? Oui. Ok. Elle a une question après, Sarah ? T'as une question ? Non ? Okay. On t'écoute déjà. Je m'appelle Lily et je voulais savoir comment vous avez su gérer entre le collège et la boxe pour Sarah. Beaucoup d'organisation. C'est-à-dire que vraiment, je crois que le sport, ça m'a appris plusieurs choses, mais déjà le goût de l'effort, le travail et la rigueur. Et en fait, j'étais très organisée. C'est-à-dire que je faisais... Je venais avec mes affaires et je faisais mes devoirs et je travaillais à la salle de boxe avant d'attaquer l'entraînement. Et après, dès que je suis devenue haut niveau, il y a eu un peu plus d'organisation. J'ai jamais eu de cursus sport adapté. J'ai toujours voulu être scolarisée normalement. Mais par contre, voilà, je faisais mes entraînements tôt le matin, tard le soir. Et puis après, c'est des choix. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un peu moins de sorties, un peu moins d'écran, voilà. Mais c'est un choix de vie. Qui a le micro ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Héloïse, j'ai une question pour Sarah. En tant que femme, vous êtes fière de votre parcours ? Est-ce que vous êtes fière de votre parcours en tant que femme ? Oui, bien sûr. En tout cas, le sport m'a permis de me découvrir et de vivre des choses assez incroyables. Donc ouais, je peux dire que je suis fière. J'ai fait bouger des lignes, donc oui. En tout cas, je suis heureuse de ce que j'ai pu vivre et accomplir. Y compris maintenant, en fait ? Y compris maintenant, ouais. Depuis que j'ai raccroché les gants, je vis des choses extraordinaires. Et en fait, moi, quand j'étais jeune, j'avais du mal à choisir un métier. Je voulais faire plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est vraiment aujourd'hui, j'ai plusieurs métiers et c'est ce qui me plaît, de pouvoir changer de vie presque tous les jours. Merci, Sarah. Qui a une question ? Bonjour. Qui a le micro ? Lohan. C'est une question pour Sarah. Il y a moyen qu'elle fasse une démonstration de boxe en vif, s'il vous plaît. Une démo de boxe. Contre qui ? Moi. C'est pas possible. Moi, je vous fais bouger, alors vous faites tous avec moi. Alors, vous allez bouger avec Sarah, debout. OK ? Ah, si. On va mettre le micro-casque. Ouais. Mettez-vous à côté de moi. Allez, la petite séance de bouge, d'activité physique. OK. Je vous montre juste la position de garde. On ferme les poings, les pouces à l'extérieur. On vient les coller là au niveau des pommettes. On serre les coudes. Vous allez tous vous placer en garde normale. Donc, on va mettre la jambe gauche devant. Je ne sais pas si vous avez de la place avec les sièges. Vous allez sautiller juste sur place. Et là, à mon top, on va juste là, direct du bras avant. Allez, top! Le bras gauche, top! Top!
va faire 2 coups, gauche, droite. Allez, Sabrina. Allez, top. Faites-le. Faites-le avec moi. Top. Allez, le dernier, 3 coups. Top. 1, 2, 3. Encore une fois, une petite flexion pour esquiver le coup. Top. 1, 2, 3. Flexion. Dernière. Allez, top. 1, 2, 3. Flexion. On revient. 1, 2, 3. Flexion. 1, 2. OK? 3. Flexion. 2. Allez, top. 1, 2, 3. Flexion. 1, 2. OK, bravo. Bravo. Allez, on prend 5 dernières questions. OK? Avant de se quitter. Chut, s'il vous plaît. MC, où es-tu? Qui a le micro? Moi. T'as déjà posé une question, non? Non. Non? Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Sarah, ça a été quoi ta plus grosse blessure? En fait, j'ai pas eu de blessure pendant toute ma carrière, sauf le tendon d'Achille, là, il y a 6 mois. Mais j'ai quasiment toujours eu mal, notamment au tendon. Enfin, pendant presque... Enfin, toute la moitié de ma carrière, j'ai eu des douleurs. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du haut niveau, on a souvent des petites blessures, des petites douleurs. Et malgré les douleurs, on va quand même à l'entraînement. Ça fait presque partie du quotidien. Mais à côté de ça, on a des soins. On est quand même pas mal suivis. Mais j'ai jamais eu de grosses blessures. J'ai toujours fait beaucoup d'exercices de prévention. Donc avant les séances, des exercices de renforcement musculaire avec des élastiques, des ballons. Et je crois que vraiment ça m'a préservée. Puis à côté, il y a l'alimentation, on en a parlé, le sommeil qui m'ont aidé aussi à prévenir les blessures. Alexandre, elle n'a pas encore été posée, mais souvent les collégiens demandent si c'est dangereux de faire trop de sport. Oui, ça peut être dangereux. On sollicite l'organisme parfois au-delà de nos limites. Alors, dans un cadre de sport de haut niveau, c'est un peu le but de dépasser ses limites et d'être de plus en plus performant. Mais pour le commun des mortels, dans la vie de tous les jours, si on en fait trop, on peut se faire mal. Il y a le risque de blessure et puis le risque d'addiction aussi. Il y a des personnes qui sont addictes à ça. Et donc, ça provoque chez eux aussi d'autres problématiques de santé notamment. Donc, et on a de la marge quand même. On a un petit peu de marge. Alors, une question. Oui, c'est moi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Youen. On t'écoute. C'est pour savoir... S'il vous plaît. C'est pour Sarah. C'est pour savoir si elle voyait beaucoup de ses proches pendant les compétitions. Ah, on a compris que tu voyageais beaucoup. Hein. Ouais, non. En fait, quand j'allais à l'étranger, mes proches ne venaient pas forcément avec moi, sauf sur les grosses compétitions. Dès que c'était un championnat important, championnat d'Europe, du monde... Mais ma famille et mes amis pouvaient se déplacer. Par contre, sur les petits tournois, non, en général, je partais trop souvent pour qu'ils puissent me suivre. Et à Rio, est-ce qu'il y avait du monde? À Rio, bien sûr. À Rio, c'était en plus, c'était vraiment les Jeux fin de carrière. Donc oui, ma famille et mes amis sont venus. Et vraiment, après la médaille, ça a été stop d'un coup? Ouais, moi, j'avais prévu d'arrêter ma carrière aux Jeux de Rio. Donc ouais, ça a été après, il n'y a pas un combat, c'est le dernier. Plus de combat. La classe. Voilà, c'était la fin. Ok, qui pose une question maintenant? Qui a le micro? Bonjour. Bonjour. Ça a l'air drôle en tout cas. Je sens qu'on va rire. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus recommandés que d'autres pour la bonne santé? Pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé. Quel est ton prénom? Jade. Alors Jade. Jade, c'est une très bonne question. On me la pose tout le temps. Certaines personnes me disent c'est la natation, d'autres me disent c'est la course à pied. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est l'activité qu'on peut faire régulièrement, qu'on peut adapter, qui fait du bien au moral, dans laquelle on prend du plaisir. Donc, elle va être différente en fonction de chaque personne. Mais vraiment, c'est ça. C'est dans un premier temps, c'est la sensation de plaisir qui est très importante, je pense. Et plus on prend du plaisir, plus on le fera régulièrement. Si on y va à contre-cœur, si c'est une contrainte, on aura tendance à ne plus en faire du tout. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse. C'est l'activité dans laquelle on prend le plus de plaisir. Voilà, Jade, pour ta question. Alors, il y a encore plein de mains qui se lèvent. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Chloé. Ok, Chloé. Pourquoi et quand vous avez décidé de devenir une sportive de haut niveau? Alors, est-ce qu'il y a un déclic d'ailleurs? Il n'y a pas vraiment de déclic, ça s'est fait doucement. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste une pratique plaisir, loisir. Et puis après, quand il y a eu le premier combat, la première victoire, le premier championnat, c'est à ce moment-là qu'on commence à
à penser au haut niveau. Et puis après, il y a les propositions, l'encadrement qui est venu au fur et à mesure. Mais j'ai pas eu un déclic en me disant ah ça y est, j'ai envie de devenir une sportive de haut niveau, j'ai envie de devenir une championne. Ça se fait petit à petit avec les résultats. Allez, les dernières questions en privilégiant ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Bonjour. Est-ce que des conseils pour nous motiver à faire un sport pour faire un nouveau sport? Des conseils pour te motiver à faire un sport, c'est ça? Oui. D'accord. T'as pas envie de faire de sport, mais t'aimerais bien en faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Comment se motiver, quoi? C'est ça, en fait, le truc. Mais pour l'activité physique, c'est des choses de tous les jours, on l'a bien compris. Il suffit d'aller à l'école à pied, à vélo. Tout à fait. Des conseils, tout simplement, voilà, c'est le faire pour soi, surtout. Quand on le fait sous la contrainte, comme je disais tout à l'heure, ça marche assez peu. J'ai accompagné pas mal de personnes, notamment à l'hôpital, et c'est vrai que quand c'était les médecins qui disaient aux personnes de bouger, et la personne était elle-même pas très convaincue de ça, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, faut pas brusquer les choses. Il faut y aller progressivement. Il faut surtout prendre beaucoup de plaisir à faire ce que l'on fait, sinon ça marche très peu, comme je le disais tout à l'heure. Et puis voilà, il ne faut pas écouter les uns et les autres qui nous disent fais plutôt ça parce que c'est mieux, ou fais plutôt ne fais pas ça parce que justement on prend trop de coups. Voilà, faut vraiment faire quelque chose qui fait plaisir, qu'on a envie de faire. Et c'est là le plus important. Et puis après, pour la motivation, on aura de meilleurs résultats à l'école, on sera plus attentif, on sera en meilleure santé. Enfin, ça joue sur tous les aspects de la vie tous les jours. Et j'aime beaucoup une phrase, et ça rejoint un petit peu une phrase que Sarah disait tout à l'heure, c'est faire de son mieux aujourd'hui, c'est la meilleure préparation pour demain. Donc voilà. Et on peut tester plein de sports différents, hein. On peut changer de sport tous les ans, c'est pas grave ça, hein. Non, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de se faire plaisir. Peut-être se faciliter la vie en trouvant un club qui est pas trop loin de chez soi et avec des horaires qui correspondent bien. Et pourquoi pas y aller entre amis, ça, c'est le petit plus. Ouais, c'est le moteur. Merci pour vos questions, c'était super. Vous avez été parfait. Merci beaucoup à Sarah d'être venue exprès pour vous. Merci à Alexandre, notre expert, et aux 4 collégiens qui ont eu le courage de venir sur scène, et merci pour leurs questions. On fait un selfie pour finir. Sarah, je vous propose ce téléphone. Est-ce qu'on peut allumer la salle? Voilà, super. Levez-vous. Vous vous levez. Un selfie avec Sarah. Voilà, les drapeaux. Wouh! Génial. Rentrez bien, n'oubliez pas, bougez. J'espère que vous allez mettre en application tous les conseils qu'on vous a donnés. Bonne journée et merci à tous, et merci au Stade Rennais et au conseil départemental pour avoir organisé cette conférence. Bonne journée, bougez!